les amateurs maintenant ont de grosses exigences. Dans quelques années, toutes les mairies, les clubs de tennis auront des pistes de padel. Il y a un plus gros taux de remplissage sur le single que sur les doubles. On est vraiment le dernier maillon de la chaîne et on respecte le délai parce que de toute façon on a le temps de le préparer. Ils ont réduit, mais il faut 7 mètres pour être tranquille. Vaut mieux laisser un petit peu plus d'espace entre les pistes. Donc on a eu la main en usine pour faire un cours sur mesure. Forcément, quand tu compares et que tu as joué dans 3, 4, 5 clubs, il y en a forcément un où tu as vu que c'était mieux. On a un délai d'installation, on peut livrer le client en tout cas sous 8 semaines. Et à savoir qu'on compte 4 jours comme on l'a dit pour installer la piste. Si jamais le terrassement et la dalle n'a pas été faite, nous on va avoir des complications. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de... Vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle, le podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la base essentielle de notre passion, la piste. Le paddle connaît une expansion sans précédent en France. Tout le monde veut ouvrir son club, j'entends ça tout le temps. Ouais, Francky, je vais ouvrir un club, installer un terrain dans son jardin ou équiper son club municipal. Mais la réalité, c'est que le marché de la construction est un secteur extrêmement complexe entre les défauts de fabrication, les intermédiaires peu scrupuleux, oui, il y en a, c'est comme dans tout, il y a des bons et il y a des moins bons, et les structures d'importation d'entrée de gamme qui ne résistent pas aux intempéries. Comment s'assurer de bâtir un terrain haut de gamme, capable de traverser les années, parce que c'est un véritable investissement. Pour analyser ce sujet en profondeur, j'accueille un véritable expert du secteur qui privilégie la transparence, on va le voir dans l'interview, Loïc Laouénan, le représentant en France de Paso XXL, comment tu dis Paso XL, ouais, on dit Paso XL. Paso XL, l'un des acteurs majeurs de la fabrication de l'installation de pistes à l'échelle européenne, fort de plus de 700 cours à son actif, peut-être plus maintenant aujourd'hui ? Ouais, un peu plus. Un petit peu plus. Loïc, bienvenue sur le plateau d'Alpha Paddle. Je suis très content de te recevoir parce que le sujet des terrains, c'est un sujet épineux et pourtant central. J'imagine, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Écoute, est-ce que déjà cette présentation est toi ? Ouais. Impeccable ? Écoute, parfait. On commence donc par la première question. Loïc, pour commencer, on veut savoir à qui on a affaire, c'est normal. Faut montrer pas de blanche ici. Qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et comment tu t'es retrouvé à représenter cette marque en France, une boîte qui a plus de 700 pistes à son actif en Europe ? Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans les coulisses de la construction ? Écoute, donc moi c'est Loïc Laouénan. Je viens du tennis en fait, depuis plus jeune. Donc j'étais en sport-études tennis. Et c'est vrai que j'ai été piqué par le paddle juste après. Tu vois, donc là ça fait maintenant quelques années que je joue. Donc je joue pas mal. J'ai tous mes amis d'ailleurs qui étaient avec moi au tennis qui ont switché au paddle. Tu joues plus du tout au tennis ? Non, plus du tout. Mais j'aimerais bien remettre un petit peu quand j'aurai le temps, mais carrément. Donc ouais, vraiment niveau padel, donc on a tous switché au padel et puis je me suis dit écoute, je vais faire des tournois, voir un peu comment ça se passe, l'ambiance. Et puis je suis tombé un jour sur des cours et puis on s'est dit en fait ça vient avec mon cousin l'histoire. On a joué comme ça. Il s'appelle Jérémy. Salut Jérémy. Salut. et si tu veux en fait on a analysé un peu les pistes de padel. Puis on s'est dit écoute, il y a peut-être quelque chose à faire sur ça parce que j'adore le padel, je joue. Pourquoi pas essayer de voir comment ça se passerait de vendre des terrains. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2023, début 2023. Okay. Donc on a fouiné, on a cherché des fournisseurs, on s'est un peu battu, on a cherché de partout, et puis on a rencontré donc, les patrons de Paso XL qui ont une centrale en Pologne. Et en fait, ils produisent les pistes, donc les structures en acier là-bas dans les usines, donc ça nous a vraiment séduit, on s'est déplacé, on est allé sur place. On a vraiment adoré les produits qu'ils proposaient parce que c'était vraiment premium, beaucoup plus affiné que certains constructeurs. Donc ça, c'est super. Et voilà, après, écoute, de fil en aiguille, on a décidé de représenter cette marque-là en France. Et donc là, maintenant, je suis le représentant, responsable commercial de Paso XL France. Ok. T'es aussi juge-arbitre ? Juge-arbitre. À la Châtaigneraie ? À la Châtaigneraie. Et aussi joueur ? Et aussi joueur, oui. Ce qui est intéressant dans ce milieu-là, c'est que tout le monde... Enfin, je connais très peu d'acteurs qui, à la base, c'est pas des joueurs. Ils sont tous joueurs et puis après, ils gravitent autour du monde du paddle, quoi. C'est ça qui est incroyable. Le paddle explose en France et sur le marché de la construction, on voit fleurir des dizaines de revendeurs qui achètent des structures à droite, à gauche, sans trop savoir d'où elles viennent. Paso XL, c'est un fabricant direct avec plus de 700 pistes, on l'a dit, en Europe. En quoi le fait de maîtriser toute la chaîne, de l'usine jusqu'à la pose, change radicalement la donne pour un client ? Eh bien, c'est simple, ça permet de les rassurer, tout simplement parce qu'on a le choix, en fait, depuis le début, déjà, de mettre les matériaux qu'on veut.
donc pour la structure en acier. Là, on a eu le cas, exemple concret, le cas récemment d'un cours, on avait donc une piste, on avait moins d'espace que prévu, donc on a dû le réduire. Et donc on a eu la main en usine pour faire un cours sur mesure. Donc ça déjà, le fait d'avoir toute la chaîne... Comment ça, moins d'espace? Les mecs, ils avaient moins de place? Il y avait moins de place de ce qu'on avait convenu, et donc en fait, on a pu faire du sur-mesure de dernière minute et réduire les vitres. Tu vois, pour un terrain single, normalement un terrain single fait 6 mètres par 20. Ça, c'est... Ouais, alors c'est la réglementation. Tu vois, un terrain double, ça fait 10 par 20, donc 10 mètres par 20 mètres. Un single, c'est plutôt 6 par 20. 6 par 18, certains, ils font plus court parce qu'il n'y a pas tellement de règles, il n'y a pas tant homologué, tu vois, FFT. Mais du coup, au lieu de 6 mètres, on a fait 5,50. Donc ça, c'est un cas concret qui aussi est super parce qu'on a la possibilité vraiment d'adapter, même au niveau des vitres, etc. On est très rapide sur nos délais. Et le fait qu'on maîtrise tout, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect donc, des équipes, où nous, donc il y a un des fils des patrons qui fait partie des équipes d'installation. Donc c'est quand même un gage de confiance. Quand tu installes quand même un gros complexe, tu as besoin de rassurer, d'avoir quelqu'un derrière qui assure. Quoi. Parce que, donc voilà, et puis après jusqu'au SAV, donc même derrière, on est toujours là, on répond aux questions. S'il y a un petit truc à changer, on y va. Et voilà, c'est super important parce que il faut être là du début à la main, il faut que ce soit clé en main, tout simplement. Comment ça se passe pour... imaginons demain, j'ai un entrepôt, moi je t'appelle, je te dis voilà, Loïc, je veux que tu fasses mes terrains. C'est quoi? Tu viens avec des maîtres d'œuvre, des gars qui prennent des mesures, qui disent c'est possible, c'est pas possible, tu conseilles, par exemple, pour celui-là, il faut mieux le mettre comme ça, là on va maximiser, on va mettre tel terrain. Comment ça se passe exactement, le process? Imaginons qu'un mec qui voit cette vidéo et il se dit ouais putain, j'ai envie de passer par eux. Est-ce que tu peux expliquer tout le process de A jusqu'à Z? Déjà, ce qu'il faut pour nous, le primordial, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur le lieu. Déjà, il faut qu'on ait des visuels. Les plans, c'est encore mieux évidemment, mais déjà visuel, nous déjà, on peut à distance voir si ça nous semble faisable ou pas. Là, je l'ai dit récemment, on peut déjà, au niveau de la hauteur, sur les dimensions sur les côtés, un terrain, ça fait quand même 10 mètres par 20 mètres, c'est énorme, on se rend pas compte. Et maintenant, avec la FFT, il faut une certaine hauteur. Ça, on en parlera après si tu veux, mais pour l'homologation, pour les cours... C'est combien? Ils ont réduit un peu, je crois, non? Ils ont réduit, mais il faut 7 mètres pour être tranquille, minimum pour être tranquille sur tous les types de tournois. Et 7 mètres, dans certains hangars, des anciens hangars industriels, de stockage... Attends, c'est 7 mètres à partir du milieu du filet ou un truc comme ça? C'est ça. En fait, t'as plusieurs choses. Si tu veux faire au-delà des P250, vaut mieux être à 7 mètres partout. En dessous des P250, au niveau du filet, tu peux être un tout petit peu en dessous et après, il faut que tu aies 7. Mais là, ça risque de changer. Je pense, de toute manière, ils vont que faire augmenter. Ça ne pourra pas revenir à la baisse. Tu crois? Si ça change, ça peut que faire augmenter, de toute manière. Moi, je vois plutôt à la baisse jusqu'ici, parce qu'au début, c'était 8 mètres, je crois. 8 mètres, mais au bout d'un moment, tu vois, même nous en tant que joueurs, je sais pas ce que t'en penses, mais quand c'est trop bas, on n'aime pas. En tout cas, pour les tournois homologués. Oui, bien sûr. Tu vois, sur tout ce qui est 250 et au-dessus, je pense pas qu'ils baissent. Ouais. Donc voilà. Tu as les plans, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est au mieux. On a les plans, donc nous, on fait une visite sur place. Quelqu'un de l'équipe ASSO XL vient voir, pour regarder, donc tout simplement, on fait les mesures, on regarde le métré, on regarde ce qui est possible de faire ou pas. Après, on peut faire une proposition avec un croquis, un retour donc, par mail, tout simplement avec les informations. On peut aussi, s'il a envie, faire venir un architecte, mais ça, c'est plutôt le stade avancé, d'accord? Certains ont des architectes, d'autres n'en ont pas. Mais déjà, on peut juste venir, nous, l'équipe ASSO XL, faire une première visite et leur dire si le projet il est faisable ou pas, et surtout leur donner de gros conseils sur la disposition des pistes. Ok. Et ça veut dire que tu peux leur dire je pense que vous pouvez rajouter une piste, ou je pense que c'est trop. Exactement. Parce qu'on voit souvent aussi, j'entends, en tant que juge arbitre, tu dois entendre des vertes et des pas mûres toi aussi, mais j'entends souvent des mecs qui me disent moi je sais plus, j'ai tant de mètres, je vais coller plein de terrain, mais ils pensent pas que l'aspect convivialité avec de la place au tir de terrain, c'est important. Bien sûr. Donc exactement. Mais t'as tout dit. Ouais. Donc ça, et justement, on le dit très souvent en fait à nos prospects, c'est que oui, vous avez peut-être l'espace pour en mettre beaucoup, mais si vous voulez un certain confort de jeu, vaut mieux laisser un petit peu plus d'espace entre les pistes pour que les gens ils aient un réel accès, que ça soit sympathique. Tu peux mettre des canapés, tu peux mettre un espace convivial comme tu dis, et au moins les gens reviendront, parce que c'est vrai que si c'est trop serré, honnêtement, pour l'avoir fait dans certains clubs, pour y avoir joué, t'es serré, t'es à côté du terrain d'à côté, les bancs, moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime bien avoir de l'espace. Donc, vaut mieux parfois malheureusement sacrifier une piste. Alors même si par contre dans leur business plan, effectivement, dans la rentabilité.
En brutalité, ça joue, quoi. Ça t'enlève une piste, mais il faut quand même y penser, tu vois. Mais le single court, on en parlera après. Le court simple peut être une alternative. Ah oui, pour boucher le truc. Voilà, parfois quand t'as un... Moi, je pense même, je sais pas si je peux le dire là, parce que ça c'est peut-être un truc que j'aimerais bien développer. Bon allez, on s'en fout. Moi je pense qu'il y a à faire dans la compétition dans le single. Ah oui. Je pense que ça n'existe pas encore. Ah ça commence. Enfin, en Espagne et tout, mais ça va arriver, c'est sûr. Ah ouais, moi je sens que... Ah je le sens pointer le truc, tu vois. Peut-être pas officiel, mais oui. Comme ça on peut régler les comptes. Oui, parce qu'on le rappelle. Tu vois, t'es meilleur que moi. One, il n'y a pas mon pote pour dire c'est lui qui est nul. D'accord. Non, mais t'as raison, parce qu'on le rappelle effectivement, donc le terrain single, c'est du 1 contre 1. Alors que sinon, c'est vrai qu'au padel, on joue tout le temps en paire, du 2 contre 2, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais d'ailleurs, on en a fait un, nous, là, récemment. Et c'est vrai qu'il y a un plus gros taux de remplissage sur le single que sur les doubles. Ouais. Parce que tu peux jouer, par exemple, avec ta femme, avec tes enfants. Quelqu'un qui débute, il peut jouer... tranquille, histoire de taper la balle pour comprendre un peu les vites, même si c'est différent, mais en soi, tu vois, autant de pas louer une piste tu peux double. en faire des malades. Ah ouais, des rématés, tu peux en envoyer. Hein. Ouais, carrément. Bon, on va parler un peu du chantier concret. Quand on veut monter un terrain, on pense tous aux vitres et au gazon, mais le vrai nerf de la guerre, c'est ce qu'il y a en dessous, la dalle en béton. Quelles sont les pires erreurs ou les oublis que tu constates régulièrement sur la maçonnerie qui peuvent ruiner un projet? Oui, donc les pires erreurs, c'est vrai qu'il faut faire vraiment de grosses études en amont, avant déjà de contracter, mais même de faire un contrat avec n'importe quel constructeur de piste de padel, il faut déjà regarder le sol, ce qu'il en est. Si on part par exemple d'herbe, il faut faire un terrassement. Tu vois un terrassement, tu prépares ton sol, tu creuses. Après, tu fais ton dallage, tu coules ta dalle. Et c'est ensuite après qu'on va poser donc, la piste de padel dessus. Si jamais le terrassement et la dalle n'a pas été faite, ben nous on va avoir des complications. Parce que tu vois par exemple nos vis elles font 12,5 cm. Si la hauteur de la dalle elle n'a pas été respectée, nous on préconise 15 par précaution. D'ailleurs la FFT demande pareil, c'est plutôt 13 la FFT, mais on préfère 15 parce qu'en fait si on n'a pas la bonne profondeur, on va être bloqué pour nous novices. Et aussi il y a une histoire pour la planéité. Donc si tu es en extérieur, tu as intérêt à avoir une toute petite inclinaison pour l'évacuation des pluies. Sinon, si tu n'as pas, l'eau va stagner et là, tu es embêté. Ça, c'est une erreur qu'on a déjà vue. Après, maintenant, avec un balai, ça dépend de l'usage en fait du club. Si c'est un particulier, c'est pas très grave, il n'utilise pas trop sa piste. Par contre, si c'est un club extérieur qui fait tout le temps des tournois, ça peut être embêtant. Donc ça, vraiment, c'est très important. Les bonnes dimensions aussi. Okay, parce qu'une piste de padel est faite 10 mètres par 20, mais il faut savoir que au-delà des 10 mètres par 20, tout autour, en périphérie, donc il y a des fixations au sol qui font à peu près 20 cm. Donc si ta dalle, t'as par exemple 10,20 par 11,20, ça passe pas. Il faut que tu aies un petit peu plus parce qu'il faut qu'il y ait des fixations au sol. Donc ça, très important. T'as déjà vu des terrains, des dingueries quand t'as été dans des clubs, sans citer, mais t'as déjà vu des trucs où tu te dis putain c'est chaud quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai vu. Il y en a, ils ont pas de dalle ou très mal faite. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai vu un terrain dernièrement où j'allais souvent. Je me suis rendu compte que le terrain il était un peu comme ça en fait, tu vois. Oui. Intérieur. Oui, oui. Intérieur, tu vois. Je me suis dit... Il y a la pente, ou alors il y en a la dalle, ça se voit que c'est pas une vraie dalle en fait béton. Ils ont fait un rafistolage et après j'ai envie de te dire, tu peux quand même jouer techniquement. Oui, bien sûr. C'est juste que normalement, c'est pas censé être homologué. Sur les tournois, quand c'est pas plat, tu mets ton pied. Bon, et un terrain extérieur, ça coûte plus cher qu'un terrain intérieur? Oui, un petit peu. Et quel est le plus dur à l'entretien? C'est l'extérieur donc? Ouais, l'extérieur. Ouais. Pourquoi un peu plus cher déjà? C'est parce qu'on galvanise en fait les structures en acier. Donc tu vois, en fait, ça permet d'avoir un système anti-corrosion. Donc ça permet qu'en fait, quand il pleut, il neige, ou même qu'il y ait du vent, les structures en acier ne rouillent pas. Okay, c'est ce qui fait que ça coûte un petit peu plus cher. Et surtout, bon, un entretien, à la limite, non, pas forcément. C'est plus, oui, s'il y a des feuilles qui tombent, si imagine tu as des arbres à côté, là, effectivement, ton gazon, il y a des choses qui vont tomber dessus, c'est un peu embêtant. Il faut passer beaucoup plus souvent dessus. C'est la pluie qui use le plus quand même? La pluie use aussi. Ouais. Mais tu vois, tout ce qui est élément extérieur qui peut se rajouter, voilà, il faut le prendre en compte. Après, tu vois, il y a un truc très bête. Et d'ailleurs, ça, je vous le conseille à tous les clubs, en tout cas en extérieur. Je vois jamais des clubs qui mettent des bâches. Tu vois, au tennis, il y a toujours eu des bâches. Mais en soi, au padel, tu pourrais très bien mettre une bâche juste sur ta piste extérieure. Alors, ça demande de la maintenance. Si c'est des clubs qui n'ont pas trop de personnel, bon. Mais quand même, tu vois, ne serait-ce qu'une bâche,
tu limites l'air de rien les dégâts. Bien sûr. Les joueurs amateurs, ils sont tous devenus des experts. Ils veulent que ça rebondisse droit. Plus de 45 degrés, c'est la balle elle est bonne. Moins de 45 degrés, la balle elle est pas bonne. Que ça ne glisse pas et que la structure soit fluide. Sur votre site, on voit que vous proposez des structures panoramiques et vous travaillez avec le gazon Mondo, la référence mondiale. Pourquoi le choix de ces matériaux haut de gamme est devenu indispensable pour fidéliser les joueurs aujourd'hui ? Eh bien, comme tu le dis, les amateurs maintenant ont de grosses exigences parce que c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir joué dans plusieurs clubs de padel. Et maintenant, ils ont comparé. Et forcément, quand tu compares et que tu as joué dans 3, 4, 5 clubs, il y en a forcément un où tu as vu que c'était mieux, que la qualité était meilleure. Et en général, effectivement, là, on recense, nous en tout cas, même en tant que constructeur, le plus d'avis positifs, c'est sur le Mondo, sur le gazon Mondo. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont une grosse ancienneté, eux. Tu vois, avant de faire du padel, ils faisaient des gazons synthétiques, même pour les terrains de football, futsal, etc. Alors que certaines marques, maintenant, se lancent uniquement pour le gazon padel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a moins de retour d'expérience. Okay. Donc, Mondo, c'est la valeur sûre. En plus, ils sont partenaires de tous les tournois officiels, des tournois professionnels. Donc, tout de suite, tu as la qualité. Et effectivement, même en termes de design, je ne sais pas si toi, tu ressens la différence ou tu as pu le voir. Oui. Tu sais, tu vois, c'est plus sympa. De toute façon, tu vois, les terrains un peu cheap, tu les vois en vrai. En vrai, ça se voit. Tu les vois un peu. Ça se voit un petit peu quand même. Mais après, voilà, il y a des marques inférieures à Mondo qui font le travail. Tout dépend encore une fois de l'usage, tu vois, du budget aussi du client. Si ce n'est pas pour faire des tournois homologués, ok, très bien. Pas de problème. Si c'est pour un usage personnel, tu peux te permettre de mettre un gazon moins qualitatif. C'est quoi qui coûte le plus cher dans un terrain, exactement ? C'est les vitres ? C'est les structures, la structure en acier. Structure en acier, c'est ça qui coûte cher. Et les vitres, La somme des deux, mais le gazon n'est pas donné, l'air de rien. Le gazon n'est pas donné, pour donner un ordre d'idée, tu vois, ça peut coûter entre les moins chers des moins chers, pour un cours double, 3 000 € jusqu'à 7 000 les plus chers, avec la livraison, tu vois, si tu comptes la livraison. Et combien de temps pour installer un cours de paddle ? Ça prend 4 jours. Nous, en tout cas, on met 4 jours. 4 jours, t'as un terrain ? T'as un terrain, 4 jours, ta piste, elle est installée. L'autre fois, je suis juge-arbitre à Puteaux, à l'Urban Paddle. J'arrive, j'étais juge-arbitre du P1000. Je reviens 4 jours plus tard, ils avaient 3 terrains de plus. Ouais. Incroyable. C'est des trucs il a poussé. Bon, après, il me l'avait dit, ils avaient déjà tout fait, les trucs et tout. Tu vois, tout était préparé. En fait, si tout est préparé, ça peut aller encore plus vite. Exemple, ça c'est un détail, mais par exemple, tu vois, si les vitres sont mises sur la dalle, les structures en acier et même les rouleaux de gazon, déjà, nous, on gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de le déplacer. Tu peux gagner une demi-journée parce que les vitres, c'est très très lourd. C'est entre 160 et 200 kilos la vitre. Et les vitres des full panoramiques sont plus lourdes. Donc, tu vois, quand les gars ils font ça à la main avec des ventouses, par précaution pour prendre du temps, on préfère prendre le temps, mais tu perds une demi-journée. Si tu dois tout transvaser. Donc, tu as ça. Et puis, tu as surtout le nombre de personnes qui font le chantier. Nous, je te parle vraiment, quand on est à 3, les gars, ils sont tranquilles, ils ont des bonnes conditions de travail, on respecte leur temps, ils ont des 3, pauses. 4 jours, un terrain, c'est ça ? Pour être large, on est sûr de le tenir, tu vois. Okay. Après, s'ils sont un peu plus, oui, ça peut aller plus vite. Et si c'est groupé au même endroit, ça peut aller plus vite aussi. On va parler concret, on va parler budget. Entre un club associatif qui veut remplacer un cours de tennis, un privé qui lance un gros complexe indoor ou un particulier dans son jardin, quels sont les délais moyens aujourd'hui pour voir sortir de terre une piste de... Tu dis Passo, moi je disais Passo, c'est Passo. Ouais, c'est Passo. Parce qu'il n'y a qu'un S. Ouais, mais tu dis Passo. Pardon. Passo, et quelle est la première étape pour lancer le projet avec toi ? Donc tu m'as dit 4 jours, c'est ça, en moyenne, c'est 4 jours. Ouais. Et c'est quoi la première étape pour lancer le projet, exactement ? Donc là, tu parles de... que tu sois un municipal ou un club privé. Écoute, la première étape, vraiment dans la construction, on est d'accord ? Ouais. Donc là, de toute façon, nous, ce qu'il nous faut, c'est très simple, il faut que la dalle soit faite en amont, comme on en a parlé juste avant. Une fois que la dalle est faite, nous, de toute façon, on prévoit une date de chantier. À partir du moment où c'est signé, on a un délai d'installation, on peut livrer le client en tout cas sous 8 semaines, et à savoir qu'on compte 4 jours, comme on l'a dit, pour installer la piste. Donc sous 9 semaines, tu as ta piste installée, à partir du moment où c'est signé. Ok. Donc ça, c'est un délai quand même assez court, l'air de rien, parce que de toute manière, crois-moi, le process de vente et de décision d'une piste de padel, il est beaucoup plus long que ça. Parce que, sauf quand c'est un privé qui le paye directement, là ça peut aller plus vite, mais sinon, dès que c'est comme tu le dis, donc associatif, mairie, tennis club, ça passe par des accords, parfois ils attendent des subventions, il faut faire des demandes en mairie,
Donc c'est très complexe, ça prend du temps. Donc nous, en tout cas, en tant que constructeurs, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne et on respecte le délai parce que de toute façon, on a le temps de le préparer. On a le temps. Ok. C'est quoi les plus gros clubs en France que vous ayez équipés? Eh bien écoute, il arrive. Ah, il arrive. Okay. Ouais, tu peux le dire ou pas? Non, on ne peut pas pas encore. C'est un gros complexe. Combien de terrains? Des 10 pistes. Ah, 10 pistes, ok. Voilà. Ok. Tu peux donner la région parisienne? Non, je peux pas dire. Ouais. Et me mettre dans la sauce. Non. En France? Mais oui, en France. Bon, ok. Ouais. Comment tu vois le paddle dans 5 ans et qu'est-ce qui pour toi va changer? Même si on voit déjà, ça fait combien de temps? Toi, tu as commencé, ça fait 2023, tu m'as dit 2022? Ouais, donc ça va faire 3 ans. Ouais. Donc on voit que ça change quand même, ça va vite. Donc pour toi, comment tu vois le paddle dans 5 ans et qu'est-ce qui va changer dans le milieu autant sportif qu'au niveau du business aussi du paddle? Écoute, côté sportif, avant tout, moi je pense que le paddle va avoir un essor de malade en France. Je pense qu'on va avoir, ça commence à toucher tout le monde, tu dois le voir aussi en tant que juge arbitre. Bien sûr. Franchement, il y a tout type de personnes qui viennent jouer au paddle, il y a des débutants, des personnes qui n'ont même jamais touché de raquette, c'est-à-dire qu'ils viennent même pas du tennis ni du squash. Ils arrivent, ils commencent à jouer au paddle, ils veulent dès le début commencer la compétition, faire des tournois, ils commencent par le P25, et je trouve ça très sympa, parce que c'est un sport qui fédère, c'est un sport qui... Tu vois, t'es là, t'es à la cool, t'es en cohésion, t'es avec ton binôme, tu peux aussi faire des mix, tu peux jouer avec ton gosse, tu vois, il y en a parfois, ils viennent jouer avec leurs enfants, ils jouent pas forcément la performance, mais ils viennent là pour s'amuser. Et donc, franchement, je pense que on va arriver quasiment peut-être au même nombre que le tennis. Malheureusement, avec du tennis, tu vois, ça reste quand même avant tout mon sport préféré avant le padel, mais je pense que ça va avoir un gros ampleur en France et que d'ailleurs, dans quelques années, toutes les mairies et les clubs de tennis auront des pistes de padel. Et tu vois, dans certaines villes, on voit qu'il y a des terrains de tennis abandonnés. Je pense que à terme, ils vont peut-être les remplacer par des paddles. Moi, je le vois, parfois on fait des appels d'offres, on y répond. Il y a certaines mairies qui commencent à s'y mettre, de partout, ils demandent... et puis ils voient aussi que c'est rentable, tu vois. Bien sûr. Ils s'y retrouvent. Enfin, moi, je vois quand même qu'il y a par rapport à quand j'ai commencé, moi, il y avait j'ai commencé un peu plus tôt que toi. J'ai commencé il y a 4 ans, je crois, un peu plus de 4 ans. Donc en 2023, 2022, je crois. Et j'avais qu'un club à côté de chez moi. Ouais, maintenant, il y en a plein. Mais je me dis aussi, et le marché va se contracter. Ça va se contracter. Ouais, parce que je vois de plus en plus, grâce au podcast, on est contacté quand même par pas mal de clubs. Et des fois, je vais voir des clubs et je vois que l'offre, elle monte en fait. L'offre, elle monte en qualité. Il n'y a plus déjà des 2-3 terrains, j'en vois plus. Non. J'en vois plus. Mais je vois vraiment effectivement qu'il y a du 6, 8, 10. Et puis que des terrains hyper quali et des structures très quali, quoi. Ouais, t'as totalement raison. Et justement, je pense que ceux qui vont se différencier à terme, et justement qui vont pas mourir, c'est ceux qui auront des bonnes pistes, qui auront une bonne atmosphère, tu vois, dans le club. Il y aura une bonne énergie. Par exemple, des groupes WhatsApp très bien gérés. C'est très important, ça, on n'en parle pas, mais il faut vraiment qu'il y ait une âme de club. Parce que t'as beau avoir même les meilleures pistes, en passant chez nous en rigolant, mais t'as beau avoir les meilleures pistes de padel, si derrière t'as pas tout le côté, donc vraiment gestion avec les bonnes personnes, et c'est mal fait, ton club il va couler, franchement. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses aussi, l'autre fois j'ai vu ça, je suis tombé sur une vidéo Insta, un mec il allait à une sorte de foire en Chine, et les mecs ils proposaient des terrains de paddle. Je sais plus, c'est un prix dérisoire. Ouais, un prix dérisoire. Donc forcément, je pense que le mec qui va installer un terrain, il se pose la question à un moment, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ces terrains? T'as déjà vu poser ou t'as déjà vu ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà vu. Écoute, forcément, la qualité, elle est moins bien. Mais après, tout dépend encore une fois de l'usage. Tu vois, imagine quelqu'un, écoute, il veut se faire un kiff. Il veut se mettre un terrain de paddle dans une maison de campagne, une maison familiale. Ça passe. Ça passe si vraiment l'usage, encore une fois, tu joues quoi, une semaine ou 2 par an maximum, pourquoi pas? Pourquoi pas si t'as pas envie d'avoir le meilleur type de cours. Pareil sur le gazon. Si t'es pas forcément trop exigeant, que t'as un usage assez, on va dire, tu utilises peu, pourquoi pas? Après, pour un club, et surtout maintenant, on vient d'en parler, vraiment un complexe privé qui veut se démarquer, c'est vrai que ça reste quand même limité parce que les structures, les gens, ils vont le voir. Ça se voit direct? Alors, visuellement, de loin, non. De proche, oui. Par contre, dès que tu commences à t'approcher, à toucher, vraiment à tâter un petit peu, surtout la grille. À la limite, les vitres, honnêtement,
Franchement, ça peut être ni vu ni connu. Hein. Mais les structures en acier, oui, tu peux le voir. Et comment ça se passe aussi quand tu vends des terrains? Après, c'est toi qui assures le SAV des vitres? Oui. C'est-à-dire s'il y a une vitre qui pète, je peux te dire, moi, imaginons, on passe un deal, tu me fais, je sais pas, 4 terrains, et je peux te dire, tu me livre-moi 4 vitres d'avance ou 2 vitres d'avance, tu conseilles et... Alors, nous, on livre en fait, effectivement des vitres d'avance. Là, par exemple, là, pour les gros projets, on préfère anticiper et livrer une vitre d'avance. Donc ça, on négocie avec le client. Soit ça peut être une vitre par cours, ou parfois plus ou moins, ça dépend. Mais au moins une vitre par type de cours. Exemple, imagine un client, tu vois, il te fait, je sais pas, 8 pistes, il fait 2 full panoramiques avec le central et un côté. Bon, il lui faut au moins une vitre de rechange full panoramique. Et pareil, après, s'il veut des pistes classiques, il lui faut aussi des vitres de remplacement pour des pistes classiques. Et si en plus il a un single, imaginons, il lui faut aussi pour le single. Donc ça, l'anticipe, pourquoi? Parce qu'au moment où ça casse, l'air de rien, il perd du chiffre d'affaires, t'es d'accord? Au moment où le temps d'appeler et qu'on l'envoie, etc. Parce qu'en soi, on peut l'envoyer vite, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc t'envoies des gars pour le poser quand même? Oui. Alors après, moi, j'ai des partenaires en France. On est en train de développer ça justement pour l'entretien, spécifiquement des pistes padel. Donc ça, c'est top parce que ça permet en fait d'avoir, pareil, sécurité, t'es rassuré, t'as les bonnes personnes. Parce que nous, je le rappelle, on fait vraiment que de la construction et de l'installation de pistes de padel. C'est vraiment ça notre métier. D'ailleurs, on a fait, comme tu l'as dit, plus de 700 pistes. Et surtout, on a un gros impact aussi en Europe. Donc, on préfère se focaliser que sur ça. Être vraiment un des leaders sur ça. Et après, sur l'entretien, c'est à côté, accompagner les meilleurs parce qu'on ne va pas s'éparpiller. C'est vraiment important d'installer vraiment des bonnes pistes et de bien faire notre job, quoi. Ok Loïc, écoute, on va passer à la fameuse séquence des questions qui piquent. Les questions qui piquent, c'est très simple. Je vais te poser une série de questions, tu dois répondre que par oui ou par non. Et tu as le droit à un seul joker. Est-ce que tu es prêt? Sauf que je connais pas les questions. Évidemment. Je reprécise que j'envoie toujours les questions aux invités, qu'on voit avec eux si y a pas des trucs qui les dérangent, parce que ça me paraît normal de pas mettre des trucs qui... Le but, c'est pas de les déranger. Mais par contre, les questions qui piquent, je me réserve toujours le droit de les garder exprès pour... Ouais, pas de... Voilà. T'es prêt? Allez, vamos. Est-ce que ta casquette d'arbitre officiel t'aide à signer des contrats pour Passo XL? Oui, c'est déjà arrivé. Est-ce que vos terrains sont plus chers que la moyenne du marché? Kiff. Il n'y a pas kiff. Il y a oui, il y a non. Oui, très légèrement, oui. Très légèrement. Est-ce que fabriquer en Pologne plutôt qu'en France, c'est uniquement pour faire des économies? Non. Si un client t'achète 10 terrains d'un coup, est-ce que tu le laisses exprès gagner au prochain match? Non. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Et j'ai pas laissé. Mais c'était une finale, je pouvais pas. C'est excellent ça. Ouais, c'est excellent. Quand tu vas jouer chez des concurrents, est-ce que tu inspectes discrètement les vis et les vitres pendant l'échauffement? Ouais. Oui. En cas de retard sur un chantier, est-ce que c'est toujours la faute du maçon et jamais celle de Passo XL? Non. Est-ce qu'un terrain panoramique sans aucun poteau, c'est moins solide qu'un terrain classique? Non. Est-ce que, en tant que... ce sera ma dernière question pour l'interview. Comment tu vois, c'est pas ni oui ni non là, comment tu vois la marque Passo XL d'ici 5-10 ans dans l'idéal pour toi? Ouais. Écoute, dans l'idéal, je vois Passo XL avec évidemment beaucoup plus de pistes, mais surtout dans toutes les régions. Ça, c'est hyper important pour nous, d'avoir une visibilité un petit peu partout en France, parce que je le répète, on a une grosse présence à l'étranger, en Europe. Nous, tu sais, on fabrique tout en Pologne, et les pistes de padel là-bas, ça prend aussi un grand ampleur. Et dis-toi qu'on représente 60% des installations des pistes. Donc c'est énorme. C'est dingue. Okay. Et alors en France, ça va être compliqué d'arriver à ce chiffre-là. Il y a beaucoup de terrain en Pologne? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça commence, ouais. Et en plus, des grosses villes, même les grosses villes, on peut encore en faire, quoi. Je dirais que c'est la France, mais 3 ans avant. Ah ouais. T'as un petit retard. Mais et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, le foncier coûte moins cher qu'en France. Mais le prix de la location horaire, alors forcément, il est moins cher qu'en France, mais pas tant que ça. Ah oui. Donc c'est très rentable, encore plus rentable. Ok. Pour l'instant. Donc, mais pour répondre à la question, réellement, en France, écoute, j'espère qu'on aura beaucoup de pistes dans chaque région. Là, justement, on a signé récemment un contrat avec la Ligue Île-de-France.
donc région parisienne, l'Île-de-France Tennis. Hein. Donc on est partenaire officiel sur la construction des pistes de padel. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'ils t'amènent du business ou c'est quoi? Alors, ils te recommandent ou... Voilà, c'est plus un partenariat de représentation de la marque. C'est-à-dire que donc on est partenaire, on va être invité sur des événements. Okay. Là d'ailleurs, tous les tennis clubs d'Île-de-France, donc il y en a à peu près 800, ont reçu une newsletter de la part de la FFT, où justement on fait la présentation de notre entreprise, Passo Excel. Ah, c'est bien. Donc ça c'est top, effectivement. C'est aussi un gage de confiance pour les gens quand ils s'engagent avec nous, au long terme aussi, parce que tu vois, tu as besoin d'être rassuré, tu as envie de voir... tu vois, l'entreprise, tu as envie de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, quel projet, etc. Donc non, je dirais vraiment, bien évidemment, plus de pistes de padel, et puis surtout, une présence aussi de la marque, pourquoi pas sur des joueurs. Ça peut être vraiment un engouement beaucoup plus gros que des pistes de padel. Pourquoi pas un centre de padel Passo Excel. Ça, c'est énorme. Ça, ce serait top, parce qu'en Pologne, c'est ce qu'on a. Tu vois, les patrons ont créé... il y a 3 clubs de padel à eux. Et puis là, ils tendent à en faire 20 jusqu'à fin 2027, avec des gros accords. Là-bas, c'est... Machine. C'est exceptionnel. Donc pourquoi pas en faire en France, ça, ce serait vraiment un rêve, ouais. Ok, top. Je précise juste à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo et qui veulent prendre contact avec Loïc parce qu'ils ont des projets ou qui veulent discuter avec lui, qui veulent prendre un contact. On mettra bien évidemment les liens pour contacter Loïc, son numéro de téléphone particulier. On mettra son lien Instagram ou bref, on mettra les liens qu'il nous donnera et on les mettra en description et en premier commentaire. Moi, je vous invite à le contacter. Il est très cool, il est très pertinent et il est expert dans son domaine. Donc, vous ayez un projet qui est lointain ou un projet qui va se faire rapidement, contactez-le. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'un expert dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Loïc, pour cette vidéo. Ouais, écoute, merci Franck pour cette invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir, je te retourne le compliment. C'est agréable de venir ici. On s'est déjà joué au padel aussi. Donc ouais, je suis une victoire, je crois. Ouais. De toute façon, moi, j'invite que des mecs que je vois. Ouais. on va remettre ça. On va remettre ça. On fera ça, tu sais quoi, une revanche sur un single. Ah bah tiens, vidéo. C'est noté. Ça, c'est pas mal. Et on mettra le score en commentaire. Allez, votez. Team Loïc, Team Francky. Allez, salut. C'est parti. Salut.